sur ma chaîne que j'aime beaucoup. Et encore une fois, je vais t'emmener en Brocéliande parce que j'adore la Bretagne, où on parlera de dragons, de trésors, de mystères. Donc j'espère que tu es prêt à plonger avec moi dans cette magnifique aventure qu'est la légende du dragon du lac de Plohermel. L'eau de la rivière brillait sous la lune, et le vent glacial mordait les chairs de la pauvre femme qui se hâtait dans la campagne. L'âge avait courbé sa silhouette, mais elle avançait d'un pas rapide vers Plohermel. Parmi la centaine de maisons du bourg, elle trouverait bien quelqu'un pour l'abriter le temps d'une nuit. La croix de la petite église de schiste l'attestait, on était en pays chrétien. À vrai dire, pas depuis très longtemps. Et la charité était un devoir. La vieille eut beau toquer à toutes les maisons, pas une porte ne s'ouvrit, sinon sur des figures courroucées. Refus glacés ou insultes, chiens lâchés à ses trousses, partout elle fut chassée sans pitié. Parvenue à la sortie du bourg, la mendiante savait qu'elle devrait, pour dormir, se contenter de l'abri des talus et de sa mince cape grise, et se passer du bol de soupe qu'elle avait espéré. Il restait encore une petite maison, un peu à l'écart des autres, basse et mal entretenue. Elle frappa. À sa grande surprise, les habitants la firent entrer, lui donnèrent du pain et du fromage, et jetèrent pour elle une paillasse sur le sol. Au matin, la vieille vit la pauvreté extrême de la maison et la mine fatiguée de ses hôtes, mais ils lui donnèrent un bol de lait et un morceau de pain noir pour provision de route. Elle leur fit ses adieux et s'éloigna sur le chemin. Quelques minutes plus tard, elle s'arrêta et s'assit, tournée vers les maisons prospères dont les cheminées fumaient dans la vallée, et elle se mit à pleurer dans le matin gris. Elle versa des larmes sur la dureté, sur la misère et le dénuement. La pluie se mit à tomber, et pendant des heures le ciel et la femme pleurèrent ensemble. Pleurèrent si longtemps, si abondamment, que larmes et pluie mêlées remplirent la vallée, submergeant l'une après l'autre les maisons inhospitalières. Les eaux de la rivière montèrent jusqu'au seuil de la pauvre masure où la femme avait passé la nuit, et s'y arrêtèrent enfin. Un lac remplissait la vallée. Alors la femme se releva, très grande tout à coup et droite comme une jeune fille. Elle resserra sur elle les plis de son manteau d'un bleu profond et partit dans la grisaille. Autour d'elle rayonnait une lumière qui dessinait les contours de sa silhouette et la couronnait d'or. On aurait juré qu'elle tenait à la main une gerbe de lys. À peine un siècle plus tard, le lac et toutes les terres à des lieues alentours étaient aux mains d'un puissant chef de tribu, un tierne que l'on traitait de prince, ce qu'il acceptait avec un plaisir évident. Car s'il était courageux, bon guerrier, et s'il administrait ses terres à la satisfaction de tous, accroissant largement la prospérité de ses hommes, il faisait preuve d'un orgueil certain et d'un appétit pour les honneurs de ce monde que son confesseur lui reprochait régulièrement. Tout comme il lui reprochait son goût pour les jolies filles, son tempérament colérique et son attrait pour les parures somptueuses. Ses alliés, ses sujets et ses hôtes ne manquaient pas de flatter ce dernier penchant. Lourds bijoux d'or, trocs à l'ancienne, mode ou chaînes émaillées, finement ouvragées, croix venues de la lointaine Byzance et broches nordiques d'ambre et d'argent s'entassaient dans son trésor. Tant de joyaux ne manquaient pas d'attirer la convoitise, et la protection du trésor devint un peu une obsession, pour le prince lui-même et pour son capitaine de la garde, peu enclin à se
se priver de ses meilleurs hommes d'armes pour veiller sur le précieux coffre. Lorsque vint le jour du mariage du prince, toutes les parures furent exhibées devant le peuple, comme il se devait, mais l'angoisse du prince s'en accrut encore. À la fin des noces, un très vieil homme apparut sur le seuil de la salle de banquet. Tout vêtu de vert, le visage et les mains plissés de 1000 rides, chaussé de bottes rapiécées de morceaux de cuir de toutes les nuances de brun, il ressemblait autant à un vieil arbre qu'à un être humain. Il portait dans ses bras une précieuse cornemuse de velours vert, d'ivoire et d'argent. Le prince l'invita à jouer, et en un instant, la salle fut plongée sous le charme. Dans les notes de la cornemuse se déployaient les montagnes d'Écosse, les lacs d'Irlande et les fières forteresses galloises. Pendant quelques instants, les hommes rêvèrent de filles rousses à la peau de lait, au sourire engageant. Les femmes s'imaginèrent que de beaux guerriers bardés de cuir tombaient à leurs genoux. Quand la musique s'arrêta, ils ne savaient plus s'ils avaient ri, dormi, pleuré, mais ils savaient qu'ils étaient heureux. Le vieil homme respecta un instant le silence, puis enchaîna avec des airs à danser. Les autres musiciens se joignirent à lui. La cervoise se remit à couler dans les cornes à boire, et la gaieté habituelle des repas de noces reprit ses droits. Le prince pria le vieil homme de rester auprès de lui. Tous les soirs, l'inconnu venait raconter quelques histoires des mondes lointains où il avait voyagé, chanter un récit épique, évoquer la sagesse et l'héroïsme des anciens rois. Ses conseils, souvent inattendus, parfois même insolents, se révélaient toujours d'une grande sagesse. Tant et si bien qu'un beau jour, le prince le conduisit à la cachette du trésor et lui montra ses plus belles pièces, puis lui confia son grand souci. Comment assurer une protection infaillible à tous ces joyaux? Le vieil homme ne réfléchit qu'un instant. « Un dragon, affirma-t-il. Je ne vois qu'un dragon comme gardien de tes richesses. » Le prince crut bien que son vieux conseiller déraisonnait. Il n'y avait jamais eu de dragon dans le pays de Plohermel, ou alors dans des temps si reculés. Quelques récits en faisaient état, mais il ne s'agissait que de contes pour faire peur aux enfants. Le vieillard répondit que les dragons existaient bel et bien, et que s'ils avaient quitté la Bretagne depuis des siècles et des siècles, il en subsistait encore quelques-uns dans les montagnes du pays de Galles. Les Gallois sont vos cousins, à vous les Bretons. Vous parlez la même langue, vous vous racontez les mêmes histoires. Quoi de plus normal? Bien des Gallois sont venus s'installer ici, fuyant devant les barbares du Nord, et ont fondé vos villages et vos paroisses. Leurs rois ne refuseront pas de vous confier un de leurs dragons, si je me présente de la part d'un chef puissant, et si j'arrive muni de promesses d'alliance, de nobles présents et de quelques chevaux. Le prince était enchanté de cette suggestion. Il se voyait déjà délivré de son obsession et imaginait le surplus de gloire que lui vaudrait le fait d'être le seul, en Bretagne, à posséder le plus mythique des animaux. Le vieux conseiller partit donc sous bonne escorte. Plusieurs chariots contenaient les présents destinés au prince gallois. De beaux étalons caracolaient en queue du convoi. Le voyage fut long, et l'ambassade dut parlementer plusieurs semaines dans la ville des légions avant que les souverains n'acceptent de se priver d'un de leurs animaux protecteurs. Il fallut ensuite partir en expédition dans les montagnes et persuader un des grands serpents volants de quitter sa terre. Enfin, presque une année plus tard, on vit arriver au pays de Plohermel un convoi en tête duquel chevauchait le vieux magicien. Dans un très long et très lourd chariot, renforcé
composé de pièces de bois à moitié brûlées et de morceaux de métal dont certains portaient des traces de morsures profondes, se reposait un énorme dragon, vert émeraude taché de rouge. Ses ronflements faisaient vibrer les barreaux de sa cage, et lorsqu'il ouvrait la gueule, chacun se détournait, se pinçant le nez d'un air incommodé. Seul le vieux se comportait normalement, parlant à l'animal à voix basse, lui grattant la tête, lui tendant des poulets crus et des lapins dont la bête s'emparait avec un grondement de plaisir. Arrivé au palais, le vieillard sortit de ses bagages sa cornemuse et commença à jouer. Un des soldats ouvrit alors la cage et le dragon sortit majestueusement. Sans se concerter, toute la cour recula de 2 pas, sauf le prince qui tenait à montrer son courage et sa force d'âme. Le dragon se dandina jusqu'à lui, de courtes flammes sortant de sa gueule chaque fois qu'il respirait. Le vieux jouait toujours. Le dragon se coucha devant le souverain, posa la tête sur le sol et attendit. Le prince, hésitant un peu, descendit de son trône, posa une main timide sur la tête écailleuse. Le dragon ronronna, taise et se releva. Le vieux s'arrêta de jouer, juste le temps d'attacher la caissette contenant le trésor royal au cou de l'énorme animal. Puis il reprit sa cornemuse et partit vers le lac, sans cesser de jouer. À l'approche de l'eau, la musique se fit plus rapide, le son montait, les notes tourbillonnaient. Sur la rive, le sonneur tint un long instant la plus haute note, puis s'arrêta, d'un coup. Devant toute la cour abasourdie, le dragon sauta à l'eau et disparut en un instant. Les assistants retenaient leur souffle. Un moment passa, puis le vieux se remit à jouer. La surface de l'eau commença à bouillonner et le dragon émergea, le coffre toujours attaché au cou. Le vieux se tourna vers le prince. « Ton trésor est désormais en sécurité, gardé au fond des eaux par le monstre cracheur de feu. Chaque fois que tu désireras porter tes parures ou les exposer, je jouerai sur ma cornemuse et mon ami le dragon remontera à la surface. » Pendant des années, le dragon apparut chaque fois que sonnait la cornemuse d'ivoire et d'argent, et le reste du temps, le trésor princier reposait au fond du lac. Mais un matin, le vieux sonneur ne se présenta pas à la table du déjeuner. On le trouva étendu dans sa petite maison de pierre, endormi pour toujours, un léger sourire aux lèvres. À ses côtés reposait la cornemuse, soigneusement rangée dans son sac de velours vert. On porta le vieux en terre, au cœur de la forêt, comme il l'avait depuis longtemps demandé. Et le roi demanda au chef de ses sonneurs de jouer un des airs que le dragon affectionnait. Mais le musicien eut beau s'appliquer, s'efforcer encore et encore, l'eau du lac resta désespérément calme. Le prince, inquiet, fit appeler à travers toute la Bretagne les sonneurs les plus renommés. Tous essayèrent, donnant le meilleur de leur art. Mais ce fut en vain. Alors le prince en envoya chercher d'autres, au pays de Galles, puisque le dragon était venu de cette terre d'outre-mer. Toujours en vain. Les musiciens gallois avaient vanté la science musicale des Irlandais et des Écossais. On fit venir les meilleurs d'entre eux. On alla même en chercher dans la lointaine et brumeuse île de Skye, où les joueurs, inspirés, dit-on, par les fées, sont incomparables. On ne revit jamais le dragon gallois, ni la caissette du roi. Le lac, lui, est toujours là. Et bon retour. J'espère que tu as passé un bon moment
lecture de ce conte. Cette histoire avec ce roi qui veut absolument garder son trésor pour lui. Et ce dragon qu'on ne reverra peut-être jamais plus. Un très beau conte de Brocéliande que j'aime beaucoup. Moi, je vais te dire bientôt au revoir parce que la vidéo touche à sa fin. Tu peux me retrouver le mardi en live sur Twitch et parfois sur TikTok. Mais il y a aussi tous les jeudis une rediffusion sur YouTube et tous les dimanches une nouvelle vidéo originale. Je tenais à vous remercier du fond du cœur à tous ceux qui regardent mes vidéos. Je vois qu'il y a une progression et ça me fait énormément plaisir parce que j'adore vous faire du contenu. Donc si vous avez des idées ou des envies, dites-moi en commentaire et comme ça je verrai ce que je peux faire. En tout cas, un grand merci et je vais vous laisser là pour ce soir ou pour cette journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Belle journée à vous.